Au cœur d'un silence étouffant, une vérité longtemps cachée menace de refaire surface. Une union inattendue a bouleversé les règles, déclenchant murmures, jalousie et un scandale que nul n'aurait osé imaginer. Entre le poids du devoir et l'appel secret du désir, un choix déchirant s'apprête à ébranler des vies entières. Car parfois, ce que l'on croit humble dissimule un pouvoir redoutable et un passé capable de tout renverser. Si vous aimez les romances pleines d'émotions et de rebondissements, abonnez-vous pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Votre présence fait toute la différence. Dans les brumes matinales de Lyon, où les eaux du Rhône miroitaient comme un secret bien gardé, vivait Émilie Duval, une jeune femme de 22 ans, dont la beauté évoquait les roses fanées d'un jardin bourgeois. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon impeccable, orné d'un ruban de soie noire, encadraient un visage pâle, marqué par des yeux verts profonds, emplis d'une mélancolie qu'elle cachait derrière un sourire poli. Issue d'une famille de marchands de soie en déclin, Émilie naviguait les couloirs étroits de la haute société lyonnaise avec la grâce d'une danseuse sur un fil. Son corsage de taffetas gris, ajusté à la taille par un laçage serré, et sa jupe à volant qui bruissait à chaque pas, rappelaient les codes rigides de la belle époque, cet air d'apparence où chaque geste pesait comme une sentence. Ce matin-là, au cœur de l'année 1890, Émilie se tenait devant le miroir de sa chambre, au mur tapissé de velours fané. La lumière filtrant à travers les rideaux de dentelle jetait des ombres sur son reflet, et elle ajusta son col haut, sentant le poids invisible de l'attente familiale. Son père, Henri Duval, un homme voûté par les ans et les dettes, avait convoqué la famille pour un déjeuner solennel. « Ma fille, murmura-t-elle à son image, que réserve encore cette vie ?» Son cœur battait d'un pressentiment sourd, comme si le destin, ce farceur élégant, s'apprêtait à renverser son monde. La salle à manger de la maison Duval, avec ses meubles d'acajou lustrés et ses candélabres en cristal éteints depuis l'aube, bourdonnait déjà de murmures. Sa mère, Louise, une femme aux traits tirés par les soucis, disposait les couverts en argent terni. Les frères d'Émilie, Pierre et Lucien, tous deux apprentis dans l'atelier familial, échangèrent des regards complices. Henri entra, son pas lourd résonnant sur le parquet ciré, et s'assit en bout de table. « Nous devons parler d'avenir, déclara-t-il d'une voix rauque. Les affaires périclitent. Les créanciers rôdent comme des loups. » Émilie s'installa, ses mains gantées de dentelle, tremblant légèrement. Le repas commença dans un silence tendu, rompu seulement par le tintement des verres de cristal remplis de vin rouge de la vallée du Rhône. Henri posa sa fourchette. « Émilie, tu sais que notre nom repose sur des alliances solides. Le comte Bertrand de Montfort a fait une offre. Un mariage avantageux. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau calme. Le comte, un veuf de 40 ans aux manières froides et aux dettes masquées par un titre ronflant, représentait la sécurité. Mais pour Émilie, c'était une cage dorée, un adieu à ses rêves de liberté, à ses lectures volées de romans interdits sous les couvertures. « Père, balbutia-t-elle, le cœur serré, est-ce vraiment nécessaire ?» Ses yeux imploraient, mais Henri secoua la tête. « La société nous observe. Refuser, c'est nous ruiner. » Louise détourna le regard, une larme perlant au coin de ses paupières. Pierre, le plus audacieux des frères, intervint. « Et si Émilie choisissait elle-même ? Le monde change, père, les femmes ne sont plus de simples pions. » Mais Henri le foudroya du regard. « Choisir ? Dans notre cercle, le choix est un luxe pour les fous. » Soudain, un coup retentit à la porte d'entrée. Le majordome, un vieil homme fidèle nommé Gaspard, entra, porteur d'une lettre scellée d'un cachet inconnu. « Pour mademoiselle Émilie », annonça-t-il d'une voix chevrotante. Elle brisa le sceau, ses doigts pâles effleurant le papier jauni. Les mots, tracés d'une encre noire ferme, la firent pâlir. « Chère Émilie, le destin nous unit par des fils invisibles. Rencontrez-moi ce soir au jardin public, un homme que tous méprisent, mais qui changera votre vie. Un ami anonyme. » Le cœur d'Émilie s'emballa. Qui pouvait bien être cet inconnu ?
Les rumeurs de la ville parlaient d'un paysan, Jacques Lefebvre, un homme rude des campagnes environnantes, moqué par l'élite pour son accent provençal et ses manières simples. On le disait voleur de regards, un intrus qui osait frayer avec les bourgeois lors des foires. Pourtant, quelque chose en elle vibrait à l'idée de ce rendez-vous clandestin. Était-ce folie ou le début d'une rébellion ? Tandis que le soleil déclinait peignant le ciel de teintes orangées, Émilie s'échappa discrètement, son manteau de laine grise camouflant sa silhouette. Le jardin public, avec ses allées bordées de marronniers en fleurs et ses bancs de fer forgé, bruissait du vent du soir. Elle s'assit, le pouls rapide, scrutant les ombres. Puis, il apparut. Jacques, grand et large d'épaules, vêtu d'une veste de toile usée et d'un chapeau cabossé, contrastant avec l'élégance environnante. Ses yeux bruns, intenses, la transpercèrent. « Mademoiselle Duval », dit-il d'une voix grave, sans accent forcé, « je sais votre fardeau, mais je ne suis pas ce qu'ils disent. » Émilie recula, alarmée. « Comment osez-vous? Tous vous méprisent, paysans. » Mais il sourit, un éclat mystérieux dans le regard. Méprise-t-il l'homme ou le secret qu'il porte? Écoutez-moi, je possède un manoir à Paris, hérité d'un oncle oublié. Mariez-vous avec moi, et je vous emmènerai loin de ces chaînes. Les mots la frappèrent comme un éclair. Un paysan riche, un manoir à Paris, la ville des Lumières, des boulevards haussmanniens et des rêves inavoués, c'était absurde, dangereux, irrésistible. Pourtant, au fond d'elle, une étincelle s'alluma. Était-ce l'amour naissant ou le désespoir? Jacques s'approcha, son souffle chaud effleurant son oreille. « Dites oui, Émilie, et défiez le monde !» Elle hésita, le cœur déchiré entre devoir et désir. Et dans ce silence suspendu, le destin bascula. Si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des rebondissements à venir et commentez-moi de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Votre voix nous porte plus loin. Environ 870 mots, mais le texte narratif pur s'étend sur les scènes décrites, immersif et prêt pour une voix off fluide. Le lendemain matin, les cloches de la cathédrale Saint-Jean sonnaient l'heure de la messe, un rituel immuable dans la vie d'Émilie. Lyon s'éveillait sous un ciel voilé, ses rues pavées encore humides de la rosée nocturne. Elle descendit l'escalier de la maison familiale, son jupon de lin blanc frôlant les marches usées, et ajusta son chapeau de paille orné d'une voilette fine. Sa mère, Louise, l'attendait dans le vestibule, les mains jointes sur son châle de cachemire usé. « Ma chérie, sois prudente aujourd'hui. Ton père a des visiteurs importants. » Émilie hocha la tête. Mais son esprit vagabondait vers le jardin de la veille, vers ses yeux bruns qui l'avaient défié. La famille Duval traversa la place des Jacobins, où les marchands installaient déjà leurs étals de soieries chatoyantes. L'air embaumait le pain frais et les épices venues d'Orient, un rappel des gloires passées de leur commerce. Henri marchait en tête, son gilet de velours noir tendu sur son ventre arrondi, un parapluie à la main au cas où la pluie lyonnaise déciderait de tomber. Pierre et Lucien flanquaient Émilie, leur costume sombre froissé par une nuit agitée. « As-tu dormi, sœur ?» murmura Pierre, jetant un regard complice. Elle esquiva, le cœur encore battant du secret qu'elle portait. À l'église, les bancs de bois poli étaient occupés par l'élite bourgeoise. Des dames en robe de mousseline pastel, éventail agitant l'air chargé d'encens, et des messieurs aux moustaches cirées discutant affaires à voix basse. Les Duval s'installèrent au milieu, ni trop en avant ni trop en arrière, un équilibre précaire dicté par leur statut déclinant. Le prêtre, un homme sec aux yeux perçants, entonna l'office, ses paroles résonnant contre les voûtes gothiques. Émilie pria en silence, demandant guidance, mais ses pensées dérivèrent vers Jacques. Un paysan avec un manoir à Paris? L'idée semblait sortie d'un conte absurde, moqué par tous. On chuchotait son nom dans les salons. Lefebvre, l'intrus des foires, accusé de trafic douteux avec les vignerons du Beaujolais. Pourtant, sa voix grave persistait en elle, comme un écho rebelle.
Après la messe, le groupe se dirigea vers le salon de thé Rivoli, un havre de marbre et de miroirs où la société lyonnaise se retrouvait pour disséquer les ragots. Les tables rondes, couvertes de nappes blanches amidonnées, portaient des tasses de porcelaine fine remplies de chocolat chaud. Émilie s'assit près de sa mère, observant les échanges. Madame de Launay, une veuve aux bijoux clinquants, s'approcha, son éventail claquant comme un avertissement. « Henri, j'ai entendu dire que le comte de Montfort prépare une visite. Une alliance qui sauverait les Duval, n'est-ce pas ?» Henri rougit, balbutiant une réponse polie. Louise serra la main d'Émilie sous la table, un geste muet de solidarité. Soudain, un murmure parcourut l'assemblée. À l'entrée, un homme trapu en redingote grise se tenait, son chapeau à la main. C'était le notaire Bertrand, émissaire du comte. Il s'avança vers la table des Duval, un sourire mielleux aux lèvres. « Monsieur Duval, permettez-moi de vous remettre ceci. » Il tendit une enveloppe cachetée d'un sceau nobiliaire orné d'un lion rampant. Henri l'ouvrit, lisant à voix haute « Chère famille, je propose formellement la main de mademoiselle Émilie. Un contrat généreux effacera vos dettes et notre union scellera des liens durables. » Les mots flottèrent, lourds comme du plomb. Pierre toussa, étouffant un rire nerveux, tandis que Lucien fixait le sol. Émilie sentit une vague de nausée monter. Le comte, et avec ses fêtes guindées et ses regards calculateurs, incarnait tout ce qu'elle fuyait, une vie de conventions étouffantes, de dîners interminables sous des lustres de cristal. « Père, je ne puis accepter si vite, » murmura-t-elle, sa voix tremblante attirant les regards curieux. Madame de Launay haussa un sourcil. « Allons, ma chère, le devoir prime sur les caprices. Le comte est un parti enviable. » Mais dans les yeux d'Émilie, une tempête se levait. Le poids des hiérarchies sociales l'écrasait. Les bourgeois, comme les Duval, devaient naviguer entre ruine et soumission sous l'œil vigilant de l'aristocratie déclinante. De retour à la maison, l'après-midi s'étira en une tension palpable. La cuisine, avec ses casseroles de cuivre suspendues et son fourneau à charbon ronflant, devint le théâtre d'une dispute feutrée. Louise remuait une soupe de légumes, ses épaules voûtées. « Émilie, pense à nous. Sans ce mariage, nous perdrons tout, la maison, l'atelier. » Henri, assis à la table massive, froissa l'enveloppe. Le comte offre la stabilité. Jacques Lefebvre, un fantôme des campagnes, moqué par tous. On dit qu'il a hérité d'un oncle, mais qui le croit? Un manoir à Paris, pure invention pour séduire les naïves. Pierre, adossé au chambranle, intervint avec un clin d'œil espiègle. « Et si c'était vrai, père? Imagine. Émilie à Paris, loin de ces murs qui nous étouffent. J'ai vu Lefebvre à la foire. Il n'est pas le rustre qu'on dépeint. Ses mains calleuses cachent peut-être plus que de la terre. » Lucien rit doucement, un rare éclat de légèreté. « Ou bien c'est un escroc. Mais à vous, sœur, ce rendez-vous d'hier t'a troublé. » Émilie rougit, feignant l'indifférence. Son corsage semblait soudain trop serré, comme si le lacet symbolisait les chaînes invisibles de son existence. Pourtant, un premier indicio de tension émergea ce soir-là, alors que la famille dînait à la lueur des bougies. Un coup discret à la porte. Gaspard revint, portant un petit paquet anonyme adressé à Émilie. À l'intérieur, une fleur de chèvrefeuille séchée, accompagnée d'un mot griffonné « Le mépris des autres n'efface pas la vérité. Réfléchissez à mon offre. » J. Son pouls s'accéléra. Était-ce une preuve ou un piège? Tandis qu'elle cachait le message dans sa poche, un bruit de pas lourd retentit dehors. Une ombre passa sous la fenêtre, fugace comme un avertissement. Qui observait? Le comte ou un émissaire jaloux? Le doute s'insinua, brisant la fragile paix de son monde. Et au creux de la nuit, alors qu'Émilie veillait, une lettre glissa sous sa porte. Une invitation formelle du comte pour un bal imminent. Le choix se resserrait, impitoyable. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume d'incertitude, comme si Lyon elle-même retenait son souffle.
Émilie arpentait les couloirs de la maison Duval, son esprit tourmenté par l'invitation du comte et le mystère de Jacques. Le bal approchait, un événement mondain où les alliances se nouaient sous les lustres étincelants du grand théâtre. Sa mère, Louise, avait passé des heures à préparer sa toilette. Une robe de soie bleu nuit, brodée de perles fines, qui soulignait sa silhouette élancée sans ostentation. « Tu seras la plus belle, ma fille », avait murmuré Louise, les yeux brillants d'un espoir forcé. Mais Émilie, enfilant ses gants de chevreau, sentait le tissu comme une entrave. Le soir du bal arriva, enveloppé d'une pluie fine qui tambourinait sur les pavés de la rue de la République. La famille Duval franchit les portes du théâtre, où l'air vibrait déjà des rires étouffés et des accords d'un quatuor à cordes. Les dames, parées de plumes et de diamants, glissaient sur le marbre poli. Les messieurs, en queue de pie, échangeaient des cartes de visite avec une précision chirurgicale. Henri, le bras de Louise au sien, saluait les connaissances d'un hochement de tête raide. Pierre et Lucien, gauches dans leurs habits neufs, suivaient, jetant des regards admiratifs aux danseuses. Émilie, le cœur battant, balaya la salle du regard. Le comte de Montfort se tenait près d'un pilier, imposant dans son uniforme rehaussé d'or, ses cheveux grisonnants plaqués en arrière. Il l'aperçut et s'avança, un sourire calculateur aux lèvres. « Mademoiselle Duval, quel plaisir! Permettez-moi de vous offrir cette danse. » Sa main gantée effleura la sienne, froide comme le marbre environnant. Ils tournoyèrent au rythme d'une valse langoureuse, les volants de sa robe frôlant les siens. « Votre père m'a parlé de nos perspectives, murmura-t-il à son oreille. Acceptez et votre famille renaîtra. Refusez, et les créanciers frapperont à votre porte. » Les mots la glacèrent. Autour d'eux, les yeux curieux scrutaient Madame de Launay, avec son binocle levé, le notaire Bertrand, notant mentalement chaque geste. Émilie trébucha légèrement, son esprit criant pour une issue. « Monsieur le comte, j'ai besoin de temps. » Il resserra sa prise, imperceptiblement. Le temps est un luxe que les Duval ne possèdent plus. Demain, une réponse formelle, où le contrat s'effrite. Tandis que la musique s'estompait, un domestique s'approcha, glissant un billet plié dans sa paume. De la part d'un admirateur discret, chuchota-t-il. Émilie s'éclipsa vers un couloir latéral, bordé de tapisseries représentant des scènes pastorales ironiques. Le billet, d'une écriture hachée, disait « Rencontrez-moi derrière le théâtre, sous le saule pleureur. La vérité attend. » J. Son pouls s'emballa. Fouille ou destin? Elle jeta un regard vers la salle, où le comte conversait avec Henri, et s'échappa par une porte de service. Dehors, la nuit était lourde. L'odeur de la saune mêlée à celle des lanternes à gaz. Le saule ployait sous la pluie, ses branches comme des doigts crochus. Jacques émergea de l'ombre, sa silhouette massive enveloppée d'un manteau ciré, goûtant sur les pavés. Pas de chapeau cabossé ce soir, ses cheveux noirs mouillés collaient à son front buriné. « Émilie, vous êtes venue. Dieu merci. » Sa voix, rauque et sincère, contrastait avec les fadaises du bal. « Expliquez-vous, monsieur Lefebvre, exigea-t-elle, la voix tremblante. Tous vous fuient comme la peste. Un paysan osant proposer le mariage à une Duval, c'est de la folie. » Il s'approcha, les yeux luisants sous la lueur jaunâtre. « Pas de la folie, mademoiselle. Mon oncle, un marchand ruiné par la guerre de 70, a fui Paris pour les campagnes. Il m'a légué un manoir dans le quartier de Passy, avec des vignes et des rentes. Les bourgeois me méprisent, car je refuse leur jeu. Mais je peux vous offrir la liberté. Paris, c'est théâtre, c'est boulevard. Pas une cage, une aile. » Émilie recula contre le mur humide, le corsage alourdi par l'humidité. « Preuve, montrez-moi, où je repars. » Jacques fouilla sa poche et en tira un parchemin jauni scellé d'un notaire parisien. « L'acte de propriété, lisez !» Ses doigts effleurèrent les siens en le tendant. Une chaleur inattendue la traversa. Les mots dansaient sous ses yeux. Un manoir haussmannien, titre clair, daté de 2 ans. « C'est vrai !» souffla-t-elle, stupéfaite. «
Mais pourquoi moi? Parce que je vous ai vu, à la foire l'an passé. Vos yeux défiaient le monde, comme les miens. Le comte vous enchaînera. Moi, je vous élèverai. Un bruit de pas retentit au loin. Des invités sortant? Jacques se raidit. Dites oui ce soir, ou le comte annoncera les fiançailles demain. Votre père signera par peur. Émilie hésita, le monde basculant. Accepter ce paysan moqué signifiait la rupture. Scandale. Exil social, murmures éternels. Refuser, c'était la soumission. Soudain, une silhouette apparut à l'angle du bâtiment. Pierre, essoufflé, ayant suivi son absence. « Émilie, qu'est-ce que... »« Lui, père va t'enlever !» Jacques s'inclina, grave. « Choisissez, mademoiselle, le bal ou le saule ?» Les cloches sonnèrent minuit, un glas funèbre. Émilie, le cœur déchiré, murmura « Oui, emmenez-moi à Paris !» Pierre écarquilla les yeux atterrés. Le status quo vola en éclats. Demain, Lyon saurait. Mais alors qu'il s'éloignait dans l'ombre, un cri perçant brisa la nuit. Madame de Launay, témoin furtif, avait vu. Le scandale naissait, impitoyable. Émilie, emportée par le destin, ignorait encore les chaînes invisibles qui se resserraient. Les jours qui suivirent, l'acceptation d'Émilie furent un tourbillon de secrets et de regards obliques. Lyon, avec ses traboules sombres et ses quais brumeux, semblait conspirer contre elle. Le lendemain du bal, la nouvelle s'était propagée comme une traînée de poudre, un murmure d'abord, puis des chuchotements dans les salons. Enfin, une rumeur tenace. Madame de Launay n'avait pas tenu sa langue. Elle avait tout conté à son cercle, embellissant l'histoire d'un paysan aux mains sales, osant courtiser une Duval. Émilie, confinée dans sa chambre par ordre paternel, sentait le poids de la honte familiale. Henri avait tonné la veille au soir. « Ce Lefebvre? Un gueux, tu nous coules, fille ingrate !» Louise, en larmes, avait tenté de la raisonner, mais Pierre, fidèle allié, avait glissé un mot d'encouragement par la porte. « Tiens bon, sœur, Paris t'attend. » Pourtant, le monde extérieur exigeait une façade. 3 jours plus tard, une obligation sociale la tira de sa retraite. Le thé hebdomadaire chez les dames de la société philanthropique, un cercle de bienfaisance où les bourgeoises lyonnaises feignaient la charité tout en tissant leurs intrigues. Émilie descendit l'escalier, vêtue d'une robe de serge grise à col montant, ses cheveux noués en un chignon sévère, ornés d'une broche d'argent héritée de sa grand-mère, un camée représentant une colombe, symbole de paix qu'elle espérait invoquer. Ses gants de dentelle cachaient des mains tremblantes. Louise l'accompagna, silencieuse, son châle de laine grise drapé sur ses épaules voûtées. La salle de réception, au cœur d'un hôtel particulier de la place Bellecour, bourdonnait d'une élégance feinte. Les murs lambrissés de chêne poli reflétaient des tasses de porcelaine Limoges remplies de thé à la bergamote. Des dames assises sur des bergères capitonnées, éventail en main, discutaient des œuvres pour les orphelins de la soie. Émilie s'installa au bord du cercle, près de Madame de Launay, dont les yeux perçants la transpercèrent comme des aiguilles. « Mademoiselle Duval, quelle surprise de vous voir ici après l'incident du saule » susurra-t-elle assez fort pour que les voisines tendent l'oreille. Un silence glissa sur le groupe, rompu seulement par le tintement d'une cuillère. Émilie redressa le menton, son cœur cognant contre ses côtes. « Madame, les incidents naissent souvent de malentendus. Je suis ici pour les causes qui nous unissent. » Sa voix, ferme malgré le tremblement intérieur, attira des regards mixtes. Curiosité chez les plus jeunes, dédain chez les aînés. Une friction de classe s'insinua, subtile mais acérée. Mademoiselle Sophie Bertrand, sœur du notaire et fervente du comte, intervint avec un sourire pincé. « Charité, dites-vous, certains diraient que courtiser un paysan est une forme de miséricorde mal placée. Le comte de Montfort, lui, offre une alliance honorable. » Les rires étouffés fusèrent, comme des bulles dans le thé refroidi. Louise posa une main sur le bras d'Émilie, un geste minimal de défense, mais la jeune femme sentit une vague de chaleur monter à ses joues. C'était l'humiliation esquisse, un test social où son choix la marquait au fer. Pourtant, au milieu de ce venin voilé, un domestique s'approcha, portant un plateau d'argent.
Parmi les pâtisseries, une petite enveloppe pliée, discrète, glissée sous une assiette. Émilie la saisit, feignant d'ajuster sa broche. À l'intérieur, un mot bref. « Soyez forte. Je veille. » J. Son pouls s'accéléra. Jacques, ce fantôme bienveillant, observait des ombres. La broche à son cou sembla soudain plus lourde, un objet symbolique naissant, un lien tangible avec lui, gravé d'une initiale effacée par le temps, qu'elle avait remarqué sans y prêter attention auparavant. Le thé s'étira en une torture polie. Les dames passèrent à des ragots plus légers, les dernières soieries de l'exposition universelle, les scandales parisiens. Mais Émilie capta un micro-geste du pas romantique, indirect. Un garçon de salle, aux traits rustres, lui servit une tasse supplémentaire avec un clin d'œil fugace. Était-ce un envoyé de Jacques? Un regard partagé, silencieux, traversa la pièce. Où l'imagina-t-elle? Et un frisson d'espoir la traversa. Pour la première fois, elle se sentit moins seule, comme si une main invisible effleurait la sienne sous la table. Soudain, la porte s'ouvrit sur un visiteur inattendu, le comte de Montfort, en personne, escorté par le notaire Bertrand. Son entrée fit taire les murmures. Il s'inclina devant le cercle. Son habit de velours noir, impeccablement taillé. « Mesdames, je viens saluer cette noble assemblée et réitérer mon offre à la famille Duval. » Ses yeux se posèrent sur Émilie, calculateur, tandis qu'il s'asseyait près d'elle. « Mademoiselle, ignorez les fables de ce Lefebvre. Un manoir à Paris, une illusion pour un rustre. Acceptez ma main et Lyon vous acclamera. » Le groupe hocha la tête en approbation, mesurant la rejet social. Émilie, isolée, vit les alliances se resserrer contre elle. Pourtant, dans ce vallon de danger, un pic d'espoir émergea. Elle répondit d'une voix claire « Monsieur le comte, la gratitude n'implique pas l'obligation. Mon cœur suit une autre voie. » Un silence stupéfait suivit. Madame de Launay émit un hoquet. Le comte se raidit, son sourire figé, et se retira avec une courbette raide. Émilie exulta intérieurement. Un petit succès, une défense minimale, mais réelle. Si vous aimez cette histoire jusqu'ici, et que ce moment de bravoure vous touche, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like pour soutenir notre canal. Dehors, alors qu'Émilie et Louise regagnaient la maison sous un ciel plombé, un fiacre les croisa lentement. À la fenêtre, une silhouette massive, Jacques, observant sans un mot. Mais au coin de la rue, un journal fraîchement distribué traînait sur un étal. Le titre, en gros caractères, « Scandale au bal, une Duval et le paysan des ombres ». La conséquence sociale s'abattait, visible et cruelle. Émilie serra la broche contre son cœur, ignorant que l'antagoniste, le comte, complotait déjà dans l'ombre, son regard noir promettant une riposte plus féroce. Le piège se refermait. La pluie s'abattit sur Lyon comme un verdict divin, transformant les rues en rivières tumultueuses. Émilie, encore sous le choc du scandale imprimé dans le journal, avait fui la maison Duval au crépuscule, enveloppée dans un manteau de laine épaisse qui collait à sa peau. Pierre, son frère fidèle, l'avait aidé à s'échapper par une porte dérobée, murmurant « Va le trouver, sœur », avant que le comte ne frappe plus fort. Le fiacre les emporta vers les faubourgs, où Jacques l'attendait, son manoir imaginaire devenu un refuge précaire dans une auberge isolée au bord du Rhône. L'auberge du Pont-Noir, un bâtiment trapu aux murs de pierre noircis par les ans, se dressait comme un bastion contre la tempête. Jacques y avait loué une chambre modeste au premier étage, avec une cheminée ronflante et des rideaux de toile grossières qui filtraient à peine les bourrasques. Émilie entra, trempée jusqu'aux os, ses cheveux défaits cascadant en boucles sombres sur ses épaules. Jacques se leva d'un bond de sa chaise près du feu, son visage buriné éclairé par les flammes dansantes. « Émilie, vous êtes venue. Asseyez-vous, vous allez attraper froid. » Sa voix, grave et empressée, trahissait une vulnérabilité qu'elle n'avait pas soupçonnée chez ce paysan aux épaules larges. Elle s'effondra sur un banc, ôtant son chapeau dégoulinant.
La pièce était exiguë, confinée par les murs bas et le hurlement du vent dehors, une intimité forcée née de la tourmente qui les isolait du monde. Jacques versa du vin chaud dans une tasse ébréchée, y ajoutant une pincée d'épices volées à la cuisine. « Buvez, cela réchauffera votre sang. » Ses mains, calleuses des champs, effleurèrent les siennes en lui tendant la tasse. Un geste simple mais chargé d'une chaleur qui fit frissonner Émilie plus que le froid. Pour la première fois, elle le vit non comme l'intrus moqué, mais comme un homme marqué par les épreuves. Ses yeux bruns creusaient de secrets. Le feu crépitait, projetant des ombres mouvantes sur les poutres noircies. Dehors, la Saône grondait, un grondement sourd qui isolait leurs bulles fragiles. Émilie but une gorgée, le vin épicé descendant comme un baume. « Jacques, ce journal. Tout Lyon rit de nous. Mon père refuse de me voir. Le comte prépare une riposte. Pourquoi ai-je dit oui? C'était de la folie. » Sa voix se brisa et elle détourna le regard vers la fenêtre battue par la pluie. Il s'assit près d'elle, à distance respectable, mais assez proche pour que l'odeur de terre et de bois imprègne l'air. « Pas de folie, murmura-t-il. De courage. Laissez-moi vous montrer qui je suis vraiment. » Il fouilla dans sa sacoche usée et en tira un objet hérité. Un violon ancien, au bois patiné par les ans, avec une inscription gravée sur le chevalet. « Pour mon neveu, que la musique apaise les tempêtes. » C'était l'instrument de son oncle, ce marchand parisien ruiné, qu'il avait élevé après la mort de ses parents dans une inondation des campagnes. Jacques le posa sur ses genoux, hésitant. « Je ne joue pas souvent. Les bourgeois se moquent d'un paysan grattant des cordes. Mais pour vous. » Ses doigts calleux pincèrent les cordes et une mélodie lente s'éleva, un air provençal mélancolique qui évoquait les vignes sous le soleil couchant. Les notes, pures et tremblantes, emplirent la chambre, couvrant le vacarme de la tempête. Émilie ferma les yeux, transportée. La musique dénudait les couches. Jacques n'était pas le rustre grossier des ragots. Il était un homme hanté par le deuil, élevé dans la misère après avoir perdu sa famille à 10 ans. « Mon oncle m'a appris cela », confia-t-il entre deux accords. Il fuyait Paris pour oublier ses dettes, ses amours brisés. Il m'a légué le manoir, mais aussi cette douleur, le devoir de ne pas plier devant les puissants. J'ai labouré les champs pour survivre, enduré les moqueries, car montrer ma richesse, c'était trahir son secret. Émilie rouvrit les yeux, touchée par cette vulnérabilité. Son propre passé remonta, un luto enfoui. La mort de sa petite sœur, emportée par la fièvre 3 ans plus tôt, un fardeau qu'elle portait seule, accusant le ciel de l'avoir privée de joie. J'ai perdu Adèle, ma sœur. Père a sombré dans les dettes pour payer les médecins. Mère s'est refermée comme une huître. J'ai appris à sourire pour masquer la faille. Les mots sortirent en un souffle, libérés par la musique qui s'estompait. Jacques posa le violon, son regard intense, la fixant sans jugement. « Nous portons tous des cicatrices, Émilie. Les vôtres sont de soie, les miens de terre, mais ensemble nous pourrions guérir. » Un silence complice s'installa, rompu seulement par le crépitement du feu. Il tendit la main, effleurant son poignet d'un geste tacite, une promesse muette de protection, de partenariat. La température émotionnelle changea. La peur céda à une confiance naissante, comme si la tempête dehors forgeait un lien plus fort que les conventions. Émilie ne retira pas sa main, au contraire, elle serra légèrement ses doigts, sentant la force brute en lui. Pour la première fois, elle vit l'homme derrière le mépris, un allié, humain et loyal. Mais l'antagoniste ne dormait pas. Un coup retentit à la porte de l'auberge, faisant sursauter Jacques. Il se leva, alerte, et descendit vérifier. À son retour, son visage était assombri. Un messager, du comte de Montfort. Il lui tendit une lettre scellée d'un sceau rougeoyant, l'encre encore fraîche. Émilie brisa le cachet, lisant à voix haute « Mademoiselle Duval, votre escapade avec ce gueux est connue. Revenez, ou je ruinerai votre famille par des poursuites pour diffamation. Le paysan paiera cher son audace. Comte Bertrand de Montfort. » Le cœur d'Émilie se serra, la marée émotionnelle retomba, la confiance ébranlée par cette menace tangible. Jacques serra les poings. Il espionne, il a des yeux partout.
Dehors, la pluie redoubla comme un présage. Émilie rangea la lettre, le violon symbolique reposant entre eux comme un talisman fragile. La nuit s'annonçait longue, et le chemin vers Paris semé d'embûches. Mais au fond d'elle, une étincelle persistait. Avait-elle vraiment le choix, maintenant? La tempête s'apaisa enfin au lever du jour, laissant derrière elle un ciel gris et lourd sur Lyon. Émilie et Jacques avaient veillé tard dans la chambre exiguë de l'auberge du Pont-Noir, la lettre du comte de Montfort froissée entre eux comme un serpent venimeux. Le vin chaud refroidi gisait dans la tasse et le violon reposait sur la table bancale, ses cordes encore vibrantes d'un écho mélancolique. Émilie, les yeux cernés par l'insomnie, fixait les flammes mourantes dans la cheminée. Il nous traque, Jacques. Ce n'est plus un jeu. Si vous êtes ce que vous dites, fuyons maintenant, vers Paris, vers votre manoir. Jacques secoua la tête, son visage buriné marqué par une ombre nouvelle. Il se leva, arpentant la pièce de ses grandes enjambées, ses bottes claquant sur le plancher usé. Fuir, cela signerait notre perte. Le comte a des alliés partout, notaires, policiers, même les journaux. Il me voit comme un intrus, un paysan osant toucher à son trophée. Mais vous êtes une Duval. Retournez chez vous, Émilie. Je m'occuperai de lui seul. Sa voix, d'ordinaire ferme, trahissait une fêlure, comme si la menace avait érodé sa confiance en leur alliance naissante. Elle se redressa, le cœur serré. Seul, après cette nuit, après vos confidences? Non. Nous affrontons cela ensemble. Mais au fond d'elle, le doute s'insinuait. La musique avait ouvert leurs âmes, révélé les cicatrices, sa sœur perdue, son enfance volée aux champs inondés. Pourtant, la réalité lyonnaise les rattrapait, impitoyable. Un bruit de sabots retentit dehors, brisant le silence matinal. Jacques écarta le rideau. Un fiacre noir, orné d'un blason noble, s'arrêtait devant l'auberge. C'est lui, ou ses chiens. La porte de la chambre s'ouvrit sans ménagement sur deux hommes en redingote sombre. Le notaire Bertrand, flanqué d'un huissier aux manières brusques, un registre sous le bras. L'air froid de l'extérieur s'engouffra, éteignant les dernières braises. « Monsieur Lefebvre, mademoiselle Duval, déclara Bertrand d'une voix mielleuse, le comte de Montfort vous somme de comparaître. Cette idylle est un affront public. Des témoins ont vu votre escapade. Le scandale éclabousse non seulement votre nom, mais celui de toute la société lyonnaise. » Il déroula un document jauni, l'encre encore fraîche. Une plainte pour diffamation et séduction indécente, accusant Jacques de tromperie et Émilie de conduite immorale. Émilie pâlit, ses mains gantées se crispant sur sa jupe trempée. Séduction? C'est absurde. Nous n'avons rien fait de répréhensible. Mais Bertrand ricana, ajustant son binocle. Rien? Un paysan moqué par tous, un manoir fantôme à Paris. Le comte a enquêté. Vos prétentions, Lefebvre, sont un mensonge, pas d'acte de propriété vérifié. Votre oncle n'était qu'un vagabond endetté. Et vous, mademoiselle, avez ruiné votre réputation en vous enfuyant avec lui. Retournez chez votre père, où le comte portera l'affaire devant les tribunaux ecclésiastiques. Une Duval répudiée, imaginez les portes qui se ferment. Jacques bondit, ses poings serrés. Mensonge. J'ai les papiers notariés à Paris. Le comte sabote pour vous garder en cage. L'huissier intervint, brandissant une sommation, saisie immédiate des biens de Jacques dans la région, sous prétexte de dettes fictives liées à son héritage. C'était une attaque frontale, un sabotage calculé pour briser leurs liens. Émilie sentit le sol se dérober. La conséquence était tangible. Perte d'appui familial, son père, averti par messager, la renierait publiquement. Isolation sociale, avec les salons fermés et les ragots amplifiés dans les gazettes. Bertrand s'approcha d'Émilie, son souffle aigre effleurant son visage. Le comte offre une issue, annulez cela, épousez-le, et l'affaire s'efface. Sinon, demain, un article dans le Progrès de Lyon exposera tout. La fille du soyeux et le faux noble des campagnes. Les mots la frappèrent comme un coup de fouet. Elle recula, heurtant la table. Le violon glissa.
son arche se brisant sur le sol dans un craquement sinistre. Symbole brisé de leur intimité naissante, il marquait le moment sans retour, plus de chemin de retraite. Émilie avait fui, choisi Jacques. Revenir maintenant serait une capitulation humiliante, impossible après cette nuit de confidence. Jacques, les yeux flamboyants, poussa l'huissier vers la porte. « Sortez, nous combattrons cela. » Mais une fois seul, le silence s'alourdit. Il s'agenouilla, ramassant les éclats du violon, ses épaules voûtées. « Émilie, ils ont raison sur un point. Ma présence vous noie. Retournez à Lyon, je pars pour Paris seul, prouverai mon titre. Attendez-moi si vous le pouvez encore. » Sa voix se cassa, une séparation émotionnelle qui les déchira plus que les mots. Elle tendit la main, effleurant sa joue rugueuse, mais il se détourna, le regard voilé de douleur. « C'est pour vous protéger, le comte frappe fort, je ne veux pas vous entraîner plus bas. » Émilie, isolée dans cette chambre froide, sentit sa chute de statut. Plus une Duval respectée, mais une paria, murmure la suivant comme une ombre. Les larmes perlèrent, mais elle ravala sa faiblesse. « Non, c'est notre combat. » Pourtant, Jacques secoua la tête, enfilant son manteau. Il quitta la pièce sans un regard en arrière, descendant l'escalier dans un bruit de pas lourd. Dehors, le fiacre des émissaires l'attendait, peut-être pour l'escorter sous surveillance. Émilie s'effondra sur le banc, le cœur en lambeaux. L'équilibre rompu, séparé par la peur et la machination. Quelques heures plus tard, de retour à la maison Duval sous escorte forcée, elle trouva la porte close, un mot cloué sur le battant. « Ne reviens pas avant d'avoir expié. Ton père. » L'ultimato social tombait, impitoyable. Exil émotionnel, porte fermée, et Lyon qui l'observait, guettant sa chute finale. Mais au fond de sa poche, froissé, le billet de la nuit précédente, « Soyez forte !» Jacques n'était pas parti pour toujours. Où l'était-il? La nuit venue, un nouveau messager frappa, une convocation du comte pour un affrontement public au Grand Théâtre. Le piège se resserrait, et Émilie, seule, devrait choisir son arme. Les jours suivants s'étirèrent en un brouillard de solitude pour Émilie, confinée dans une petite pension anonyme aux abords de la Croix-Rousse, loin des yeux scrutateurs de Lyon. La convocation du comte de Montfort, glissée sous sa porte par un valet impassible, brûlait encore dans sa poche. Une audience publique au Grand Théâtre, sous prétexte d'une réconciliation sociale pour apaiser les rumeurs. Mais elle y voyait un piège, une arène où le comte exposerait ses mensonges pour l'écraser définitivement. Jacques avait disparu depuis l'auberge, parti pour Paris comme il l'avait juré, laissant derrière lui un vide que les lettres anonymes, des fleurs séchées, un ruban noué, ne comblaient qu'à moitié. Émilie, les traits tirés par l'insomnie, arpentait sa chambre aux meubles usés, son corsage de lin simple froissé par l'angoisse. « Il faut que je trouve la vérité », murmura-t-elle à son reflet pâle dans le miroir craquelé. Plus question d'attendre, elle prendrait les rênes. Au lever du soleil, un troisième jour après la séparation, Émilie s'aventura dans les ruelles escarpées menant aux archives notariales de la place des Terreaux. Vêtue d'une robe de laine discrète, un chapeau large masquant ses traits, elle évitait les regards des marchandes qui chuchotaient déjà son nom. Le bâtiment, un édifice austère aux colonnes de pierre grise, abritait les secrets enfouis de la bourgeoisie lyonnaise. Elle s'approcha du greffier, un homme maigre aux lunettes perché sur un nez crochu, et posa sa main gantée sur le comptoir. « Je cherche les actes d'héritage d'un certain marchand parisien, oncle d'un Lefebvre des campagnes du Beaujolais. Nom, Armand Lefebvre, décédé il y a 2 ans. » Le greffier haussa un sourcil, mais fouilla les registres poussiéreux. Des minutes s'écoulèrent, tendues comme un fil prêt à rompre. Enfin, il revint, un dossier jauni à la main. « Voici, mais c'est incomplet, des pages manquent, effacées par l'humidité ou autre chose. » Émilie parcourut les feuilles, le cœur battant. L'acte de propriété du manoir à Passy était là, clair et notarié. Un hôtel particulier haussmannien avec vignes attenantes et rentes annuelles de 5 000 francs. Mais une lettre jointe, datée de l'année précédente, révélait le complot
Cher comte de Montfort, pour 500 louis, j'effacerai les traces de cet héritage. Les Duval seront à vous. Notaire Bertrand. Les mots la frappèrent comme un coup de poignard. Le comte avait manipulé les documents, soudoyant pour discréditer Jacques, transformant un legs légitime en fantôme. La dette des Duval, exagérée par les mêmes mains vénales pour forcer le mariage. La vérité structurale éclatait, un réseau de corruption, où l'aristocratie piétinait les humbles pour asseoir son pouvoir. Émilie serra le dossier contre sa poitrine, une vague d'indignation la submergeant. Le comte n'était pas un noble honorable, mais un prédateur masqué, ruinant des vies pour son ego. Elle quitta les archives, l'esprit en feu. De retour à la pension, elle s'assit à une table bancale et rédigea une lettre ouverte, d'une encre ferme sur du papier fin. À la société lyonnaise, écrivait-elle, le mépris que l'on porte à un homme comme Jacques Lefebvre n'est que l'ombre d'une machination plus noire. Voici les preuves, actes falsifiés, dettes gonflées par avidité. Le comte de Montfort n'offre pas une alliance, mais des chaînes forgées dans l'ombre. Elle signa de son nom complet Émilie Duval et scella l'enveloppe pour Le Progrès de Lyon, le journal le plus lu de la ville. C'était son acte proactif, une initiative publique qui renverserait la perception sociale, passant de paria à accusatrice. La lettre parut le lendemain matin, tirée à 1000 exemplaires qui se propagèrent comme un incendie dans les cafés et les salons. Lyon bruissait, une Duval dénonce le comte. Les murmures tournaient au scandale. Des bourgeois, las des intrigues nobiliaires, relisaient les preuves photocopiées, non reproduites à la main fidèle à l'époque. Émilie, cachée dans sa chambre, entendit les colporteurs crier les gros titres. Un pic d'espoir la traversa. Son agency avait altéré le tabulero. Madame de Launay, autrefois moqueuse, envoya même un mot. Peut-être ai-je jugé trop vite. Mais le val de danger suivit vite. Un messager du comte frappa à sa porte, livrant une riposte furieuse. « Retractez-vous, ou je vous traînerai en cour pour calomnie. Votre nom sera mudé à jamais. » Pourtant, ce soir-là, alors que la nuit tombait sur les quais de la Saône, un fiacre s'arrêta devant la pension. Jacques en descendit, épuisé mais victorieux, son manteau poussiéreux de la route de Paris. Il avait prouvé son titre auprès d'un notaire indépendant, obtenant un témoignage écrit d'un ancien valet de son oncle. « Émilie », dit-il en entrant, sa voix rauque adoucie par l'émotion. Il n'était pas froid par indifférence, mais par un devoir protecteur. La culpabilité d'avoir exposé sa bien-aimée au mépris l'avait retenue, craignant de la perdre dans la tourmente. Elle se jeta dans ses bras, un geste contenu, leurs mains se liant en une étreinte de confiance pure, sans passion dévorante. « Votre lettre. Elle m'a sauvé. J'ai vu les preuves à Paris. Le comte a payé pour les enterrer. » Ils partagèrent un silence complice, reforgeant leurs liens, lui, humanisé par sa vulnérabilité, elle, forte de son audace. Mais l'antagonista riposta plus férocement. Le lendemain, un article anonyme, plume du comte sans doute, accusa Émilie de forgerie, amplifiant les menaces. Des ombres rôdèrent près de la pension. Un valet espion, envoyé pour intimider. Le pic d'indignation contre le vilain grandissait. Lyon, outré par cette manipulation flagrante, murmurait de justice. « Il mérite l'exil », chuchotait-on au marché. Jacques serra l'épaule d'Émilie. « Votre courage change tout, mais il nous convoque au théâtre demain soir pour un débat public. C'est notre chance de l'affronter. » Émilie hocha la tête, le dossier en main. L'avancée du couple, cette reapproche, cette alliance, n'attirait qu'une menace accrue. Le comte, acculé, préparerait un coup bas. Pourtant, dans leurs yeux, une détermination nouvelle brillait. Le soir venu, ils se dirigeraient vers le grand théâtre, où l'Assemblée lyonnaise jugerait enfin les masques tombés. Le destin, impitoyable, les y attendait. Le grand théâtre de Lyon s'illuminait sous les lanternes à gaz, ses façades néoclassiques projetant des ombres longues sur la place de l'Opéra. La nuit de l'année 1890 enveloppait la ville d'un manteau de brume, mais l'intérieur bouillonnait d'une chaleur étouffante.
L'assemblée, triée sur le volet par le comte de Montfort, remplissait les loges et les fauteuils de velours rouge. Bourgeois en habits de soirée, dames parées de soieries chatoyantes, et même quelques aristocrates venus de Paris pour le spectacle. Ce n'était pas une représentation ordinaire, mais un débat public masqué en soirée mondaine, où le comte comptait laver son honneur en public. Émilie, au bras de Jacques, franchit les portes massives, son cœur cognant comme un tambour. Sa robe de taffetas vert olive, aux manches bouffantes et à l'encolure ornée de dentelles fines, soulignait sa détermination sans ostentation. Jacques, dans un habit neuf taillé à la hâte, veste de laine sombre et gilet ajusté, se tenait droit, ses yeux bruns fixés droit devant, ignorant les murmures moqueurs qui fusaient déjà. « Regardez-les, la paysanne et son rustre !» siffla une voix dans la foule. Madame de Launay, perchée dans une loge, agitait son éventail avec un rictus. Le comte, sur la scène improvisée au milieu de l'orchestre, dominait l'assemblée depuis un podium drapé de velours pourpre. Son uniforme rehaussé d'épaulets d'or luisait sous les lumières, et son sourire était une lame affûtée. « Mes chers amis, » donna-t-il d'une voix retentissante, « ce soir, nous rétablissons l'ordre. Mademoiselle Duval a été égarée par des illusions. Ce Lefebvre n'est qu'un imposteur, un paysan cherchant à s'élever par la ruse. » Il claqua des doigts, et le notaire Bertrand monta sur scène, portant un dossier relié de cuir noir, un dossier gonflé de faux témoignages et de lettres forgées. Voici les preuves. Dettes non payées, héritage fictif. Lefebvre a séduit cette jeune femme pour ruiner une famille honorable. Émilie sentit une vague de nausée monter, mais Jacques serra sa main gantée, un geste muet de soutien. La salle bruissait, les regards se tournant vers eux comme des flèches. Le comte poursuivit, brandissant une lettre pliée. Et ceci, une missive de l'oncle soi-disant riche, démentant tout legs. Forgé? Non, authentique. C'était la sabotage finale, une carte falsifiée, signée d'une main tremblante imitant l'écriture du défunt. Un témoin acheté, un ancien valet du comte déguisé en clerc, s'avança pour jurer. « J'ai vu Lefebvre mendier dans les campagnes, pas de manoir, que des dettes. » Les rires éclatèrent, cruels, et Émilie recula d'un pas. Le poids de l'humiliation la clouant sur place. Le comte la fixait, triomphant. « Choisissez, mademoiselle, rentrez dans le rang ou devenez la risée éternelle de Lyon. » La foule applaudit, mais Émilie redressa le menton, son sang bouillonnant. Elle avait anticipé cela. La lettre ouverte n'avait pas suffi, mais elle avait plus. « Attendez !» lança-t-elle d'une voix claire qui trancha le tumulte. Les têtes se tournèrent, surprises. Elle monta sur scène d'un pas ferme, Jacques à ses côtés, et fouilla dans son réticule de soie. « Vous parlez de preuves, comte? Voici les vôtres. » Elle déplia le dossier des archives, les actes jaunis claquant comme un défi. L'héritage est réel, manoir à Passy, notarié à Paris. Et cette lettre que vous brandissez? Une forgerie, achetée à Bertrand pour 500 louis. Des murmures s'élevèrent, incrédules. Elle appela son témoin clé, Pierre, son frère, qui émergea de la foule, porteur d'un témoignage frais d'un notaire parisien arrivé par courrier express la veille. « J'ai vérifié les registres », déclara Pierre d'une voix assurée. Le comte a soudoyé pour effacer les traces. Les dettes des Duval, gonflées par ses soins pour forcer un mariage intéressé. Le comte blêmit, son sourire se figeant en grimace. « Mensonge, ce garçon est partial !» Mais la salle s'agitait. Des bourgeois, las des manipulations nobiliaires, relisaient les documents passés de main en main. Madame de Launay, les yeux écarquillés, murmura « Mon Dieu, il a raisonné !» Émilie poursuivit, sa voix gagnante en force. « Ce n'est pas un débat, comte, c'est une chasse. Vous méprisez Jacques parce qu'il ose défier vos hiérarchies. Mais regardez-le, un homme honnête avec un legs légitime. Moi, je choisis l'honneur, pas les chaînes dorées. » Jacques intervint, sa voix grave résonnant. « Je ne suis pas un imposteur. J'offre à Émilie la liberté, pas la servitude. Paris nous attend, loin de vos intrigues. » La contre-attaque fut un coup de maître, stratégie sociale pure, appuyée sur des preuves irréfutables. La communauté bascula, des applaudissements sporadiques se muèrent en ovations.
Honte au comte, cria un marchand de soie, et d'autres joignirent leur voix. Le comte, isolé, balbutia une retraite. Ceci est une calomnie collective. Mais Bertrand, pâle, glissa du podium, abandonnant le dossier. La victoire fut contundante. Le comte, humilié publiquement, quitta la scène sous les huées, son prestige en lambeaux. Émilie, de paria à héroïne, vit les regards changer. Respect, admiration. Brave fille, lança une dame inconnue. Le picot d'euphorie envahit la salle. Justice rendue, catharsis partagée. Si cette victoire publique vous émeut et que vous vibrez avec Émilie et Jacques, abonnez-vous au canal pour ne manquer aucune autre histoire passionnante comme celle-ci. Le silence retomba enfin, comme un voile apaisant après la tempête. Jacques et Émilie descendirent de scène, main dans la main. Un engagement intime, tacite, scellé dans ce regard prolongé, pas de mots superflus, juste une promesse muette de futur. Dehors, Lyon scintillait, prête à les voir partir pour Paris. Mais dans l'ombre d'une loge, un dernier billet glissa. Une invitation anonyme pour une alliance inattendue. Le comte était vaincu, mais les échos persistaient. Les jours suivants, l'affrontement au Grand Théâtre s'écoulèrent dans un calme trompeur, comme si Lyon retenait son souffle avant de souffler enfin. Le comte de Montfort, écorché par l'humiliation publique, avait fui sa résidence princière de la rue de la Charité, laissant derrière lui des valises hâtivement bouclées et des serviteurs murmurant leur soulagement. Les autorités, alertées par les preuves irréfutables, actes notariés, lettres de corruption, témoignages croisés, avaient agi avec une célérité inhabituelle. Un mandat d'enquête fut lancé contre lui pour falsification et extorsion. Ses biens gelés par ordre du tribunal royal. Le notaire Bertrand, complice lâche, fut destitué et banni des cercles professionnels, contraint à une retraite misérable dans un village du Forez, où ses anciens alliés le fuirent comme une peste. Le comte, lui, choisit l'exil volontaire à Bruxelles, perdant titres honorifiques et alliances familiales. Sa chute, retentissante, devint une leçon murmurée dans les salons. L'avidité noble menait au néant. Émilie et Jacques, libérés de l'ombre menaçante, purent enfin nouer les fils légaux et familiaux. Henri Duval, averti par un messager discret, revint sur son reniement. Il se présenta à la pension d'Émilie un matin pluvieux, son chapeau à la main, les épaules voûtées par le remords. « Ma fille, j'ai été aveugle, tes preuves ont sauvé non seulement ton honneur, mais le nôtre. » Louise, les yeux rougis, serra Émilie dans ses bras, murmurant des excuses entre deux sanglots. Pierre et Lucien, récompensés par la renaissance de l'atelier familial, les dettes effacées grâce à un règlement judiciaire favorable, promirent leur soutien inconditionnel. « Paris t'attend, sœur, mais Lyon gardera une place pour toi, » dit Pierre avec un clin d'œil complice. Les neutres, comme Madame de Launay, se repositionnèrent. Elle envoya une lettre d'excuse, offrant son réseau pour une fondation philanthropique. Les Duval renaquirent, leur commerce de soieries revitalisé par des partenariats honnêtes, loin des intrigues. Pour sceller leurs liens, Émilie et Jacques optèrent pour une union libre et égale, sans les chaînes du passé. Pas de contrat forcé, mais une cérémonie intime dans la chapelle Saint-Polycarpe, une église modeste aux vitraux chatoyants. Jacques, dans un habit de lainage gris ajusté, offrit à Émilie un anneau simple en or pur, forgé à Lyon par un artisan discret. Sans histoire toxique, juste un cercle lisse symbolisant l'infini de leur choix mutuel. Par amour, non par devoir, murmura-t-il en glissant l'anneau à son doigt, ses yeux bruns emplis d'une tendresse nouvelle. Émilie, en robe de mousseline ivoire aux manches longues et au col orné de perles familiales, répondit d'une voix ferme « Ensemble, nous forgerons notre chemin ». Le prêtre, un vieil homme bienveillant, unit leurs mains sans fanfare, sous le regard ému de la famille Duval. C'était un rituel renouvelé, dans un espace purifié. La chapelle, autrefois lieu de prière forcée, devint le berceau de leur liberté. Leur transformation s'illustra dans les actes qui suivirent. Émilie, jadis sombre discrète, prit une voie publique. Elle fonda une école pour les filles des ouvriers de la soie, un legs tangible à Lyon.
Financée par une partie des rentes du manoir de Jacques, l'institution offrait lectures et coutures, brisant les cycles de pauvreté qu'elle avait elle-même frôlés. L'éducation libère comme l'amour vrai, déclara-t-elle lors de l'inauguration, sa posture droite et son regard vert rayonnant une compassion conquise. Jacques, transformé de paysan moqué en leader discret, supervisa les vignes parisiennes, employant des familles rurales avec équité. Sa voix, autrefois rauque de silence, s'éleva pour plaider la justice sociale aux assemblées bourgeoises, sa main calleuse serrant celle d'Émilie en signe de partenariat. Leur nouveau équilibre, un manoir à Passy, rénové avec des salons lumineux et un jardin en terrasse donnant sur la Seine, où les boulevards haussmanniens s'étendaient comme un horizon infini. Le destin des coadjuvants se noua avec douceur. Gaspard, le majordome fidèle, trouva place comme intendant à l'école, récompensé par une retraite sereine. Sophie Bertrand, sœur repentie du notaire, se joignit à la fondation, repositionnée comme bienfaitrice. Même le comte, dans son exil, paya le prix. Des lettres anonymes rapportaient en sa solitude, ses dettes le rongeant comme un ver. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient sur les quais de la Saône, dernier adieu à Lyon, Émilie et Jacques se tenaient sur le pont Lafayette. Le soleil couchant peignait le Rhône de teintes orangées, et elle se tourna vers lui, ses lèvres effleurant les siennes en un baiser pur, né de l'amour choisi. Pas de passion dévorante, mais une tendresse profonde, scellant leur victoire. Derrière eux, l'école bourdonnait déjà de voix enfantines, legs vivant de leur triomphe. Devant, Paris appelait, théâtre, boulevard, un futur bâti sur l'égalité. Pourtant, au fond de la sacoche de Jacques, une lettre cachetée attendait. Une invitation d'un cousin parisien, évoquant un ancien complot nobiliaire non résolu. Était-ce le début d'une nouvelle ombre ou une alliance inattendue? Le couple, uni, s'embarqua dans le fiacre vers la gare, l'horizon s'ouvrant large et prometteur. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit tumultueuse au Grand Théâtre de Lyon, et Paris, la ville des Lumières éternelles, avait accueilli Émilie et Jacques comme une mère bienveillante, enveloppe cette dans ses bras. L'année 1900, avec ses boulevards haussmanniens bordés de marronniers en fleurs et ses cafés bruissants de conversations animées, offrait un cadre idyllique à leur nouvelle existence. Le manoir de Passy, cet hôtel particulier niché au cœur d'un quartier verdoyant surplombant la Seine, s'était transformé en un havre de paix et de création. Ses façades de pierre blonde, ornées de balcons en fer forgé, abritaient désormais non seulement leur foyer, mais aussi un salon littéraire, où des artistes et des réformateurs se réunissaient pour débattre de l'avenir des femmes et des classes laborieuses. Émilie, à présent âgée de 32 ans, se tenait souvent à la fenêtre du grand salon, son regard vert serein balayant les eaux scintillantes du fleuve. Ses cheveux châtains, jadis relevés en chignon strict, cascadaient librement sur ses épaules, retenus seulement par un ruban de soie bleu nuit, un écho à la robe qu'elle portait lors de leur union. Sa silhouette, affinée par les années et la maternité, était drapée d'une robe de mousseline fluide, aux manches longues et à la taille soulignée d'un ceinturon d'argent simple, conforme au mode plus souple de cette fin de belle époque. Mère de 2 enfants, une fille de 8 ans nommée Adèle, en hommage à sa sœur perdue, et un fils de 5 ans, Henri, prénommé d'après son grand-père, elle avait trouvé en la famille une ancre profonde. Adèle, aux boucles brunes et aux yeux curieux, courait déjà dans le jardin avec un livre à la main, apprenant les lettres sous le regard attendri de sa mère. « Maman, lis-nous l'histoire du paysan courageux », implorait-elle souvent. Et Émilie souriait, sachant que cette fable n'était que la version édulcorée de leur propre Odyssée. Jacques, transformé par le temps en un homme de 40 ans à la stature encore imposante, mais adouci par la sagesse, supervisait les vignes attenantes au manoir. Ses mains, autrefois calleuses de la terre des campagnes lyonnaises, portaient désormais les traces d'une plume plus que d'une houe. Vêtu d'une veste de tweed gris ajustée et d'un pantalon de flanelle, il avait troqué le chapeau cabossé pour un feutre élégant,
symbole de son ascension sociale, sans reniement de ses racines. Le manoir qu'il avait hérité et restauré avec soin générait des rentes stables grâce au vin qu'il produisait, des millésimes fins exportés jusqu'à Londres, preuve vivante que le mépris d'autrefois n'avait été qu'une illusion. Pourtant, dans ses yeux bruns persistait une lueur de vigilance, souvenir des ombres du passé. « Paris nous a guéris, Émilie », murmurait-il souvent lors de leur promenade vespérale le long des quais, sa main serrant la sienne avec la même tendresse contenue que 10 ans plus tôt. Leur amour avait résisté au temps comme un chêne centenaire face aux tempêtes. Pas de passion flamboyante, mais une flamme constante, nourrie par les épreuves partagées et les joies quotidiennes. Ils s'étaient mariés peu après leur départ de Lyon, dans une cérémonie discrète à l'église Saint-Honoré d'Eylau, entourés seulement de la famille Duval venue en fiacre. Henri et Louise, vieillis mais apaisés, avaient assisté, les yeux humides, à l'échange des vœux. « Vous avez choisi la lumière », avait dit Henri d'une voix rauque, serrant Jacques dans une étreinte maladroite. Pierre et Lucien, prospères dans l'atelier de soierie revitalisé, visitaient souvent, apportant des coupons chatoyants pour les robes des enfants. La famille s'était agrandie, les liens renforcés par le pardon et la distance bienveillante. Lyon, lointaine mais chère, envoyait des nouvelles par courrier. L'école fondée par Émilie prospérait, formant des dizaines de jeunes filles au métier de la couture et de l'enseignement. Un legs qui irradiait encore sa ville natale. Mais tous n'avaient pas connu une fin heureuse. Le comte de Montfort, exilé à Bruxelles dans une mansarde froide, avait payé le prix fort de son avidité. Les rumeurs parvenaient par des lettres sporadiques. Ruiné par les saisies judiciaires, il errait dans les cercles émigrés, son titre moqué comme une relique fanée. Le notaire Bertrand, relégué dans son village du Forez, vivait dans l'ombre de la disgrâce, évité par ses anciens pairs, son nom synonyme de trahison. Madame de Launay, autrefois vipère des salons, s'était repentie tardivement, fondant une modeste œuvre caritative pour les veuves, mais son influence s'était évaporée, comme une brume matinale. Ces ombres du passé servaient de rappel. L'ambition corrompue menait à l'oubli, tandis que l'honneur, même bafoué, triomphait. Ce soir-là, alors que le soleil d'automne peignait les toits de Paris en or, Émilie et Jacques se tenaient sur la terrasse du manoir, les enfants endormis à l'intérieur. Adèle et Henri avaient grandi dans un monde où les classes sociales s'estompaient, où leur mère enseignait que le courage primait sur le sang. La Seine coulait en contrebas, ses eaux murmurant des secrets anciens. Jacques enlaça la taille d'Émilie, son souffle chaud contre son oreille. « Regarde ce que nous avons bâti, ma chère, de Lyon aux lumières de Paris. Un chemin semé de ronces, mais fleuri aujourd'hui. » Elle se tourna, ses lèvres effleurant les siennes en un baiser doux chargé de nostalgie et de gratitude. Et il continue, Jacques. Pour eux, pour nous. Au loin, les cloches de Notre-Dame sonnaient l'heure vespérale, un carillon joyeux qui semblait célébrer leur victoire discrète. Le manoir, autrefois un secret moqué, vibrait désormais de rires et de projets. Une extension pour l'école parisienne, des conférences sur l'émancipation des femmes. Émilie posa une main sur son ventre, un sourire secret aux lèvres. Un troisième enfant, murmuré seulement à Jacques ce matin. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, s'épanouissait, résistant aux ans comme au mépris d'antan. Paris, témoin indifférent, les enveloppait de sa splendeur, et dans ce crépuscule paisible, le destin, enfin clément, leur offrait un horizon infini. Ainsi se termine l'histoire d'Émilie et de Jacques, un récit tissé de défis et de triomphes, où l'amour a su défier les chaînes invisibles de la société. Dans cette belle époque, époque de splendeurs et de masques, ils nous rappellent une leçon profonde. Le vrai courage naît non des titres ou des fortunes imposées, mais de la force de choisir son chemin, même quand le monde entier semble s'y opposer. Émilie, cette jeune femme aux yeux verts, emplie de rêves, a appris que la liberté se conquiert par des actes audacieux, comme cette lettre ouverte qui a renversé les intrigues du comte. Jacques, le paysan aux mains calleuses et au cœur généreux,
incarne la vérité que le mépris ne peut effacer. La richesse véritable réside dans l'honnêteté et la loyauté, pas dans les apparences dorées. Pensez-y. Combien de fois, dans nos propres vies, laissons-nous guider par les jugements hâtifs des autres? Cette histoire nous invite à questionner les hiérarchies, à embrasser l'égalité entre les âmes et à croire que l'amour, quand il est libre et sincère, peut transformer un scandale en legs éternel. À Lyon, sous les pluies du Rhône, ou à Paris, au bord de la Seine, Émilie et Jacques ont bâti non seulement un foyer, mais un symbole d'espoir pour tous ceux qui osent défier l'ordre établi. Leur union, scellée par un baiser sous les lumières crépusculaires, nous murmure que le destin n'est pas une sentence, mais une toile que l'on tisse soi-même, fil par fil, avec persévérance et tendresse. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous ressenti au fil de ces chapitres? Cette saga de passion et de justice vous a-t-elle touché au cœur, comme elle l'a fait pour tant d'autres? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce qui vous a le plus ému, ce moment où le suspense vous a tenu en haleine, ou la leçon que vous en tirez pour votre propre existence. Vos mots sont précieux. Ils nous aident à grandir ensemble. Et pour prouver que vous avez suivi cette aventure jusqu'au bout, écrivez simplement le mot manoir dans votre commentaire, un clin d'œil à ce refuge parisien qui a couronné leur victoire. Cela nous permettra de savoir qui a voyagé avec nous jusqu'à la fin et de partager cette joie avec notre communauté. Si cette histoire de rébellion amoureuse vous a enchanté, n'oubliez pas de jeter un œil aux cartes suggérées en fin de vidéo. Vous y trouverez d'autres récits captivants de la belle époque. Des drames de cour et de passions interdites, des triomphes sur l'injustice sociale, tous narrés avec la même intensité. Abonnez-vous pour ne rien manquer et revenez souvent. Merci d'avoir partagé ce voyage émotionnel avec nous. Que votre propre chemin soit aussi lumineux que celui d'Émilie et de Jacques. À bientôt pour de nouvelles histoires qui font battre le cœur.